Il est naturel d'être stressé à certains moments de sa vie. Et un bon petit stress peut nous aider pour anticiper les choses et nous préparer. Mais ce bon petit stress peut se transformer. Il peut s'installer durablement et s'amplifier pour devenir anxiété. L'anxiété, c'est l'attente permanente d'un danger ou d'une tragédie. Comment l'hypnose peut nous aider pour calmer notre mental, apaiser notre corps, alors que nous imaginons que le pire va bientôt se produire? L'hypnose va dissiper ce malentendu. C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui, l'anxiété. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. L'anxiété, problème ou solution? Pour répondre à toutes ces interrogations et trouver justement des solutions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Benayem, hypnothérapeute bien connu des médias, car vous êtes beaucoup passé à la télévision et vous avez écrit des livres absolument fantastiques sur l'hypnose et surtout, on vous doit le premier diplôme universitaire de France à la Pitié-Salpêtrière, donc le premier qui a ouvert en 2001, c'est ça? C'est vrai, et merci pour l'invitation. Et bravo pour ce DU, le premier en France. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et nous recevons aussi Olivier Benaroche, ancien chirurgien dentiste, qui s'est passionné par l'hypnose justement à cause de patients anxieux. Oui, ça a été l'une des voies d'amélioration de ma pratique, c'est de chercher des outils pour pouvoir m'adresser à des personnes qui venaient consulter au cabinet. Et comme chacun le sait, il peut y avoir quelque chose qui peut être simplement une petite appréhension. Il paraît qu'on ne va jamais chez le dentiste par plaisir. C'est vrai. Par envie absolument folle. Et quelquefois, donc, ça peut être effectivement de l'anxiété ou même aller encore plus loin vers de la phobie. Et c'est pour avoir des outils pour répondre à ces patients-là que je me suis intéressé à l'hypnose médicale. Et après, au fil du temps, d'abord vous avez été l'élève de Jean-Marc. Ben, il se trouve que j'ai commencé ma formation en hypnose au DU de la Pitié-Salpêtrière il y a 17 ou 18 ans. Ouais. Nous avons un public effectivement de chirurgiens dentistes, de sages-femmes qui se rendent compte que pour l'accouchement et pour accompagner, et même après l'accouchement, c'est bien d'utiliser la communication hypnotique. Et puis aussi toute spécialité, gynéco, gastro, anesthésiste, beaucoup. Oui, oui, ça a attiré beaucoup de praticiens. Et Jean-Marc, vous avez tenu à ce que l'émission s'appelle Anxiété, solution, problème ou solution. Alors racontez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ce titre? C'est vrai que je prends souvent cette métaphore avec les patients, et là peut-être c'est l'occasion, que l'anxiété apparaît quand on est mal placé. Par exemple, si nous allons nous promener sur les falaises d'Étretat et que nous marchons juste au bord de la falaise, peut-être ça va être ludique un moment et puis après, la peur de tomber, de perdre l'équilibre, va nous mettre dans une anxiété avec plein d'adrénaline. Et donc, ça nous montre bien que l'anxiété arrive parce que je suis proche du vide et qu'il faut donc demander au patient qu'il se remette à sa place, c'est-à-dire sur le chemin balisé, sécurisé. Donc l'anxiété est bien un symptôme qui apparaît si la personne est mal placée. Donc en fait, l'anxiété est quand même là pour nous protéger finalement d'un danger au départ. Elle est là pour nous avertir que là où on va, dans le passé, dans les peurs, dans la colère, eh bien là où on va, forcément elle génère et on y va trop. Si on y va un peu, on a droit. Mais si on y va beaucoup, l'anxiété augmente, l'adrénaline augmente, le ventre se tord. Et c'est effectivement un symptôme désagréable pour nous avertir qu'on est mal placé. Comme la main qui se met à brûler si je touche le feu. Je veux dire, heureusement qu'elle brûle pour que vite je la retire. Donc c'est un symptôme pénible qui peut devenir chronique si la personne ne veut pas changer sa place. Elle reste dans l'anxiété. L'anxiété l'informe, mais la personne n'entend pas. Oui, donc il y a une différence entre le stress et puis l'anxiété. Il y a une différence de niveau? Non, c'est tous des termes voilà, qui sont presque des synonymes. Mais en fait, ce qui compte, c'est le contexte. C'est-à-dire,
l'anxiété, le stress, la peur sont des symptômes désagréables qui nous informent de quelque chose. Donc on ne les prend pas comme je suis anxieux. Non, ça ne veut rien dire. Je suis anxieux, je suis peureux. Non, là où tu te places, tu as raison d'être anxieux puisque tu es au bord de la chute. On pourrait dire qu'un fumeur, par exemple, il a raison d'être anxieux puisqu'il peut lui arriver quelque chose. Et c'est quand il va lâcher qu'il va dire « Ah, ça y est, je me sens en sécurité ». Alors si on prend un exemple concret, par exemple quelqu'un qui a rendez-vous avec son patron et qui ne sait pas pour quelle raison, et donc il sent avant d'entrer dans le bureau la boule au ventre, enfin tous ces petits symptômes, le cœur qui bat un petit peu plus vite, alors il n'est pas à sa place? Alors, il n'est pas tout à fait à sa place. En fait, il veut être sûr que ça va marcher. Il veut être sûr que l'entretien va réussir. Il veut être sûr qu'il ne va pas être moqué, renvoyé, nul. Il veut être sûr, mais on ne peut pas être sûr. Donc, comme il veut absolument que ça fonctionne, ça marche, il se met la pression. Et comme on ne peut pas maîtriser l'avenir, et on ne peut pas maîtriser le patron non plus, et lui, il veut maîtriser. Donc, ça y est, la peur vient parce qu'on veut maîtriser l'immaîtrisable. D'accord. Alors qu'il doit se laisser porter en disant ben, « Écoute, je fais mon boulot, on verra. » Et s'il te renvoie, eh ben, il me renvoie, mais moi, j'ai fait mon boulot correctement, etc. Et s'il lâche l'excès de maîtrise, voilà comment le mode mental peut nous perturber. Si je dis « si », je dois être parfait, il faut que ça fonctionne, je veux de l'avancement, je veux qu'il m'en... Eh ben, ça y est, je suis mal, j'ai le cœur qui palpite, parce que je veux quelque chose où je n'ai pas de pouvoir. Donc en fait, l'anxiété, ça serait la maladie du contrôle. Oui, c'est un symptôme qui apparaît quand la personne se met à trop vouloir maîtriser et à vouloir être parfaite, à vouloir tout analyser, tout. L'anxiété arrive pour lui dire non, t'en fais trop. Et là, il faut que tu te calmes et que tu réduises le mode mental qui exige beaucoup. Voilà. Alors quand on arrive effectivement chez le dentiste, on aimerait bien tout contrôler, que ça se passe bien, qu'on n'ait pas mal, qu'on soit guéri le plus rapidement possible. Évidemment, on ne contrôle pas, au contraire, on est dans une situation un peu... On y revient, l'idée c'est de faire comprendre qu'il faut lâcher le contrôle. Et j'aime bien cette idée de Jean-Marc de ne pas être à la bonne place, et je compléterai ça en disant qu'on n'est pas non plus dans le bon temps. Hein, c'est que pour moi, l'un des composants importants de l'anxiété, c'est cette forme de distorsion temporelle, hein, où en fait on va anticiper un danger, anticiper une situation difficile où on veut avoir le contrôle. Oui. Et c'est cette forme de progression dans le temps qui fait que on va ressentir au présent des symptômes d'un stress qui est dans un danger imaginaire quelque part. Hein, donc il y a vraiment une construction mentale qui fait qu'on n'est pas au bon endroit et on n'est pas non plus au bon moment. Mais on cherche à se protéger en fait du danger, parce que les anxieux, les personnes qui ont des anticipations anxieuses, c'est bien pour que tout se passe bien. C'est bien, il faut fermer à double tour pour ne pas être cambriolé, c'est bien de faire ci, c'est bien de faire ça, pour que justement le danger n'arrive pas. En fait, les anxieux ont quand même beaucoup d'imagination. Ils ont beaucoup d'imagination et la plupart du temps, en tout cas quand ça se passe bien, l'anxiété peut être utile. C'est un peu notre attribut qu'on a, c'est de pouvoir prévoir, de pouvoir anticiper une situation complexe ou dangereuse, et on a la possibilité de s'y préparer efficacement. Et quelque part, donc, l'anxiété joue un rôle, de la même manière que le stress. Hein. Le stress est une réaction utile du corps qui nous permet de faire face à des situations déstabilisantes. C'est encore une idée d'être à la fois au bon endroit, au bon temps, et c'est aussi une question probablement aussi d'intensité. Hein, c'est de pouvoir à un moment donné aussi réguler l'intensité, mais aussi arriver à une forme d'action ou de non-action, hein, parce que bien souvent on va être anxieux pour des choses sur lesquelles on n'a aucun moyen d'agir, et ça va entretenir une sorte de boucle qui est impossible à interrompre par elle-même. Oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire si c'est un peu, ben, ça peut être utile, et c'est quand ça commence à se dilater que là c'est insoutenable et que je vais vérifier 10 fois, 15 fois ma porte d'entrée, est-ce que c'est sûr que je l'ai fermée? Donc on voit comment l'excès de maîtrise entraîne des tocs. Enfin, des tics, des tocs, comme on veut. J'ai fait la liste des symptômes, en fait. Ah ben oui.
Donc les symptômes physiques, ben, en fait, c'est assez intéressant parce que tout d'un coup, on peut découvrir que si on a un symptôme, ah, c'est peut-être parce qu'on est anxieux, mais quelque part, on ne le sait pas. Parce qu'il y a une anxiété, évidemment, pour se préparer, pour faire face, mais il y a aussi une anxiété qui va se manifester dans le corps, mais on ne sait même plus pourquoi, qu'est-ce qui a pu déclencher les choses. C'est comme si l'anxiété s'emballait. Oui, mais c'est important de pouvoir identifier les signes de l'anxiété parce qu'on a les troubles paniques où bien souvent les patients ont peur d'avoir peur. En fait, ils ressentent des symptômes d'accélération du cœur. Alors j'ai fait la liste. Nausées, tachycardie, vertige, fatigue, troubles du sommeil, insomnie, douleurs chroniques, lombalgie, maux de tête. Moi, je ne savais pas forcément que quand on a mal au dos, ou mal à la tête, ou des migraines, que ça peut être le stress. Troubles digestifs, coliques, diarrhée, nausées, côlon irritable. Voilà, ça c'est des symptômes physiques. Les effets de l'adrénaline. Hein. Quand l'adrénaline se répand dans le corps, ça tord le ventre, ça dort plus, c'est angoissant, le corps est tendu comme le cerveau. Et donc tous les symptômes, et quand la personne lâche l'excès de maîtrise, toc, il n'y a plus d'adrénaline, et le calme revient, l'apaisement revient. Et alors après, effectivement, donc on arrive sur les symptômes psychologiques, donc l'irritabilité, la paranoïa, qu'on va tout vérifier, effectivement, la difficulté de se projeter dans l'avenir, puisqu'on a tellement peur finalement qu'on se Ça restreint. gêne le mouvement. Voilà. Ouais. La baisse de l'estime de soi, la baisse de concentration. Bon, et puis après, effectivement, on arrive sur des troubles anxieux généralisés comme les TOC, la phobie sociale, les troubles paniques, l'agoraphobie. Enfin, la liste est longue, les phobies spécifiques, l'état de stress post-traumatique, les troubles obsessionnels, enfin voilà. Quand le mental augmente, tous ces symptômes peuvent arriver suivant, comme disait Olivier, tout augmente en fonction de l'intensité du mental et de l'ancienneté du trouble. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces troubles sont complètement physiologiques, naturels. Ils apparaissent juste pour nous avertir qu'il y a un excès de réflexion, de vouloir tout contrôler, maîtriser. Donc le travail thérapeutique, ce ne sera pas de lui dire « mais si, vous êtes très bien, mais non, calmez-vous, ça ne marche pas du tout ». Le traitement, c'est de réduire l'intensité de la pensée, de vouloir tout être sûr de tout, de vouloir des certitudes, de vouloir tout anticiper. On lâche petit à petit avec des exercices, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas, que par exemple, s'il y a eu un gros stress, un gros événement, le corps va donc fabriquer cette adrénaline, oui. Le danger va disparaître, mais par contre, le corps continue à fabriquer des symptômes. Est-ce que c'est possible qu'il y ait vraiment un gros décalage entre l'esprit? C'est un peu comme quand on se promène dans la forêt, oui. On voit une branche d'arbre, en fait on croit que c'est un serpent, donc tout de suite le corps s'emballe, et même l'esprit comprend que non, c'est bon, il n'y a pas de danger, et pourtant le corps met encore du temps à se calmer. Si le trauma est mémorisé, le patient a peur d'être de nouveau confronté, ou bien il est envahi par le traumatisme, et donc il garde la méfiance. Des fois qu'il ne va pas m'arriver quelque chose, il se protège par cette méfiance, et donc son corps reste tendu, crispé. Il ne lâche pas en disant « c'est fini ». Non, non, le trauma a été trop violent, surtout quand c'est dans l'enfance, bien sûr. Et la personne garde un système de défense qui est protecteur, mais qui est très encombrant, puisqu'il se met à avoir peur de plein de situations où il pourrait avoir de l'insouciance. Il y a Montaigne qui dit « Ma vie a été pleine de malheurs terribles qui ne se sont jamais produits. » Voilà, vous voyez, l'intelligence. Bien sûr, il se rend compte qu'il a anticipé, c'est ce que disait Olivier, on anticipe. Il y a deux manières d'anticiper. Il y a l'anticipation anxieuse qui a été évoquée, et il y a l'anticipation espérante. C'est-à-dire, je vois l'avenir, et je dis, non, ça va aller, ça va bien se passer. Et pourquoi tu ne dramatises pas? Je n'ai pas envie. Je veux voir l'avenir de manière agréable, etc. Et ça change tout. Mais celui qui pense beaucoup, beaucoup, il voit toujours l'avenir en sombre, en noir. Il ne voit que les défauts. Donc c'est pour ça qu'il invente des situations que Montaigne dit j'ai accumulé des peurs, mais il ne s'est rien passé de ce qui s'est... Donc c'est ce que vous expliquez dans Une nouvelle voie pour guérir aux éditions Odile Jacob, qui est sortie cette année. Et donc vous parlez de 3 modes de fonctionnement, le mode mental, oui. Le mode sensoriel, et puis entre les deux on a la confusion,
Et donc, l'un serait la solution de l'autre. J'ai l'impression que c'est un jeu de va-et-vient à la recherche d'un équilibre. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire le mode mental. Tous ces modes sont indispensables, hein. Il faut que je puisse réfléchir, analyser pour prendre des décisions, comment j'organise mes vacances, mon travail, c'est normal. Donc ça réfléchit, c'est comme ça, c'est le cortex, hein, c'est les humains. Et puis il y a un autre mode qui est sensoriel, comment je me sens dans le fauteuil, dans la pièce, dans l'espace, avec les amis, comment je me ressens. Voilà, c'est le corps qui est avec tous les sens. Et entre les deux, il y a le mode confusion qui sert de... C'est ça la transe. En fait, la transe, c'est un transport. Ça sert à traverser. Je mets une confusion dans quelque chose pour ressentir l'autre. Je quitte mon corps pour réfléchir. Si je réfléchis beaucoup, je ne suis plus dans le corps. Inversement, si je suis dans le corps, je réfléchis moins. Donc le bon équilibre, c'est ce que vous avez dit, c'est de circuler. C'est-à-dire je vais de l'un, je vais de l'autre. Si je m'immobilise dans le mode confusion parce que j'ai eu un trauma, j'ai eu peur, ben c'est pareil, je suis paralysé, j'agis plus, je suis envahi par la peur et je reste prostré comme une statue. Et là, je suis dans le trauma. Ou bien chez les enfants autistes, voilà, qui arrivent dès la naissance avec cette immobilisation un peu angoissante pour les parents, et effectivement, et qu'on peut de plus en plus maintenant rééduquer pour les faire sortir de cette immobilité et de cette prostration. Et comment on fait sortir? Eh bien, en leur faisant retrouver leur corps. Donc on les tapote, on leur parle, on leur met du chaud, du froid, jusqu'à ce que l'enfant sorte du mode confusion et retrouve son corps ou se mette à réfléchir. Voilà. Et il faut circuler pour que l'équilibre revienne. Quelqu'un qui serait dans une anticipation anxieuse, mais qui raisonne en fait, hein, qui dit il faut que je fasse ça, 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 et qui est... Et donc du coup, vous allez l'amener progressivement. Comment vous faites? C'est quoi les leviers du changement? Par exemple, si on prend quelqu'un qui anticipe beaucoup, qui est dans un état de vigilance. C'est à l'infini, parce que les exercices d'hypnose, il faut passer par la transe pour pouvoir changer de mode. Cet exercice d'hypnose va dépendre, et les métaphores utilisées vont dépendre de ce que le patient nous dit. S'il nous dit « Ah, mais c'est une boule là dans le ventre que j'ai qui est angoissante », comme m'a dit un patient il n'y a pas longtemps. Ah, je lui dis « Vous l'avez là ?» Il me dit « Oui, oui, c'est dans l'estomac. » Je lui dis « Et ça pourrait fondre, ou ça pourrait s'émietter, ou ça pourrait... Laissez-vous la ressentir. » Eh bien, je lui dis, allez-y, on va la laisser fondre. Donc, on s'appuie sur ce qui est formulé pour que ce soit vraiment le chemin du patient et pas moi, j'ai un protocole, j'ai une méthode. Non, non. Donc là, par exemple, quand il y a cette transformation du symptôme, enfin, qui est donc qui est métaphorique en fait, enfin, on installe une... Voilà, il y a cette métaphore qui est là, qui va être transformée pour que justement la sensation du ventre, par exemple, s'apaise. Ouais. Mais dans ce genre de solution, finalement, on apporte une réponse au symptôme qui est là présent, mais on ne va pas chercher en fait une cause ou quelque chose qui a déclenché. On peut, en fait, on a droit à tout. Oui. Par exemple, une dame me dit j'ai très très peur de la petite tumeur bénigne que j'ai dans le cerveau. Et je lui dis, mais c'est bizarre que vous ayez aussi peur. Alors je la regarde et je lui dis, à mon avis, le verre était déjà plein. Elle me dit oui. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Eh bien, elle me dit, voilà, les parents qui se disputent, qui divorcent, beaucoup de conflits à la maison. Ah, je dis, voilà, c'est pour ça, parce que nous, on pourrait dire, bon, ça va, c'est pas grave, c'est bénin. Et elle a dit, ah, c'est trop. Et là, elle s'est mise à avoir que des angoisses permanentes, mais nuit et jour. Donc, on a travaillé comment on pourrait vider le verre déjà plein du passé. Alors, justement, tout à l'heure, vous allez nous proposer un moment d'hypnose pour calmer notre état mental et physique en cas d'anxiété. Mais c'est tout à l'heure et ça sera le moment d'hypnose et ça sera comment faire pour se vider la tête, en tout cas pour vider toutes ces pensées qui viennent nous encombrer. Ah oui, on pourra faire un exercice qui est un peu général, bien sûr. Après, on s'adapte à chaque personne. Mais cet exercice, on peut même le faire soi-même en auto-hypnose, bien sûr, quand on sent qu'on pense trop. Bien sûr. Alors, Olivier, moi j'aimerais savoir, parce que tu es inscrit ça sur ton site de formation qui s'appelle Obi-Wan, que l'hypnose a changé beaucoup de choses dans ta vie. Et moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Et je sais que sur l'anxiété, ça a changé aussi des choses. Oui, en partie. Donc, comme je l'ai dit, ça a changé ma pratique aussi de soignant, parce que j'ai trouvé des clés pour pouvoir mieux m'occuper des patients en ce qui concerne
la problématique voilà, de la peur, la problématique de la douleur aussi. Mais je suis aussi un bon candidat à l'anxiété et donc Oui. c'est vrai que j'ai trouvé aussi des outils que j'ai pu m'approprier. Comme le disait Jean-Marc, l'hypnose est intéressante pour aller travailler en direct avec un patient et lui trouver les métaphores adaptées, lui enseigner un certain nombre de pratiques qui peuvent lui être utiles. Et en particulier, ça va pouvoir être développé en proposant aussi une prescription d'auto-hypnose, hein, c'est-à-dire de permettre à des personnes de repartir du cabinet avec des routines assez simples, hein, qui en particulier permettent de se reconnecter au corps, qui permettent de revenir à l'instant présent par exemple, hein, ou simplement d'apprendre à se dissocier d'une manière qui est agréable et non pas anxieuse. Alors justement, oui, Oui, non, il y a un point fort que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as évoqué l'instant présent. Effectivement, si on se met à beaucoup vouloir penser, maîtriser, etc., on n'est pas présent, comme tu dis. Soit je suis dans le passé, oui, j'ai beaucoup souffert, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, si j'avais su, j'aurais pu, j'aurais dû. Soit on est dans l'avenir, comme tu dis, en disant, c'est quoi, qu'est-ce qui... Non, ben alors non, je n'agis pas parce que des fois que je rate, des fois qu'on me reproche, des fois que j'ai subi une critique, donc il n'est pas présent. Et c'est pour ça que tu les ramènes dans le présent, tu dis, ben, attendez, c'est là qu'on vit, hein. Et ça nous amène effectivement à cette notion qui est un peu centrale en hypnose, c'est cette notion de dissociation. Hein, c'est le fait qu'on peut être physiquement ici et maintenant dans un temps et dans une place qui est réelle, mais par la projection, on va se dissocier et s'imaginer un danger dans un futur probable et qui peut-être n'arrivera jamais. Et le grand problème, c'est qu'on va ressentir au niveau du corps tous les effets du stress de quelque chose qui n'est pas présent ici et maintenant. Donc il y a une forme de distorsion, de dissociation qui pour le coup est dysfonctionnelle. donc le corps réagit beaucoup en fait à nos pensées. Oui, C'est intimement lié. Enfin, il y a des gens qui considèrent que toujours que le corps et l'esprit sont détachés, mais en fait pas du tout. Et dans le stress, c'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment le ressentir. Si on dit à n'importe qui, bon, écoute, voilà, en fait, on s'est réunis, il y a 250 personnes derrière cette porte et on voudrait que tu nous parles de je sais pas trop quoi. Et du coup, on va prendre la parole en public. Je crois que ça a été vraiment établi comme une des événements les plus stressants en fait dans la vie. Et donc, on va ressentir tout de suite une décharge d'adrénaline qui peut s'exprimer par évidemment la tachycardie, l'envie d'aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Et là, on se rend compte que l'esprit et le corps sont intimement liés. Si on avait besoin d'une preuve, on l'a grâce au stress en fait. Mais c'est pour ça que les artistes, avant d'entrer sur scène, dans leur loge de théâtre, ont de l'auto-hypnose. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils ont une loge. Bon, d'accord, ils se maquillent et tout, mais quand même, on dit non, mais laissez-moi tranquille. Là. Ah, d'accord, et on le laisse tranquille. Ils vident leur tête, voilà, et ils commencent à être vraiment impassibles, c'est-à-dire non pas centrés sur eux. Est-ce que je vais convenir? Est-ce qu'on va m'applaudir? Non, ils vont s'intéresser à la musique, ils doivent jouer, ils doivent s'intéresser au texte si c'est du théâtre. Et dès qu'ils sont refocalisés sur ce qui compte, et pas sur eux, à ce moment-là, ils peuvent rentrer sur scène. Ouais, c'est une forme de rituel qui est plus ou moins expressément de l'auto-hypnose. Chacun trouve un peu ses solutions, mais voilà, c'est le fait de pouvoir se recentrer. Hein. Et encore une fois, l'anxiété peut aussi jouer un rôle. Hein. Il y a cette histoire du trac, par exemple. Il y a la fameuse anecdote de Sarah Bernard, à qui une jeune comédienne lui disait vous êtes célèbre, vous avez fait des milliers de représentations, et il paraît que vous avez encore le trac. Et elle dit, je ne comprends pas parce que moi, en fait, je n'ai pas du tout le trac, j'aime bien la comédie, donc elle dit, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Donc elle avait quand même compris hein, que cette forme un peu d'hypervigilance qui est constitutionnelle quelque part, joue un rôle qui peut être tout à fait positif, pour autant que ça n'arrive pas à certains débordements. Voilà, c'est ça, oui. Alors quand ça monte et que ça devient un débordement, comment baisser cette mesure? Il y a plusieurs méthodes en fait. Oui, sans doute. Oui, et tu voulais justement nous présenter une méthode un peu paradoxale, c'est le moment du tip-top. Alors oui, c'est une méthode qu'on peut appeler paradoxale, que je dois à quelqu'un que Jean-Marc connaît bien, qui s'appelle Gaston Brosseau, un hypnothérapeute canadien, qui a une approche singulière de l'hypnose, et en particulier dans cette approche paradoxale,
Récemment, je l'ai utilisé pour un patient qui est venu me voir pour des attaques de panique. Donc quelqu'un qui vraiment avait une anxiété forte et qui anticipait beaucoup de choses. Et il me disait, je ne suis pas sûr de rester dans votre cabinet. Hein. Si à un moment donné, je m'en vais, vous inquiétez pas, ce n'est pas contre vous. Je lui dis, non, pas de problème. On va faire un petit exercice si vous voulez bien. Et cet exercice, il y a une consigne qui est vraiment importante à respecter. Et je vais vous demander vraiment de le faire. Alors il commençait déjà à être un petit peu agité. Hein. Je lui dis, à partir de maintenant, je vais vous demander de ne rien faire. Ne cherchez pas à arriver à quelconque objectif, ne cherchez pas à vous détendre, ne cherchez pas à faire quoi que ce soit, à savoir ou à comprendre. Vous n'avez rien à faire pendant quelques minutes. Alors ne rien faire, ça peut être aussi simplement prendre conscience de toutes les informations sensorielles que vous percevez, que vous voyez autour de vous, dans l'environnement immédiat. Si vous avez envie de fermer les paupières, vous pourrez toujours observer la luminosité à travers ces paupières. Vous pouvez prêter attention aussi aux sons qui sont autour de vous, qui viennent de l'extérieur du bâtiment ou simplement ma voix. Prêtez attention à la manière dont vous êtes installé sur le fauteuil, les points de contact qui vous soutiennent, les pieds sur le sol, la manière dont vous sentez votre posture, votre équilibre. Soyez simplement attentif et surtout, vous continuez à ne rien faire. Rien chercher à savoir, ne rien chercher à réussir et surtout, ne cherchez pas à vous détendre, ne cherchez pas à vous relaxer ou à vous sentir confortable. Vous prêtez attention aussi peut-être au goût que vous avez à l'intérieur de votre bouche, aux parfums qui parviennent à vos narines, et vous ne faites rien, même si vous observez que dans votre corps il y a des signes de tension ou d'inconfort, vous les observez sans rien chercher à modifier, ni à les faire disparaître, ni à les diminuer, vous ne faites rien. Vous pouvez simplement vous rendre compte que votre respiration continue, et vous l'observez sans chercher à la modifier. C'est-à-dire que vous suivez le mouvement de l'inspiration, qui vous recharge en oxygène, de l'expiration, un mouvement naturel qui se fait pour vous depuis que vous êtes né, sans avoir besoin d'y penser ni de faire aucun effort. Vous pouvez avoir le loisir aussi de vous retrouver à un endroit que vous aimez ou faire une activité imaginaire qui vous convient. Et vous n'avez rien à faire ni pour vous détendre, ni pour respirer différemment de ce que vous faites. Vous restez simplement en train de recevoir tout un tas d'informations, des informations visuelles, auditives, kinesthésiques. Et tout simplement, quand vous en avez envie, c'est un exercice que vous pouvez faire aussi à la maison. Ne cherchez à rien obtenir, à rien contrôler, à ne réussir aucun objectif. Simplement prendre conscience de ce que vos sens vous apportent comme information, sans chercher à vous détendre. Et vous verrez bien ce qui se passera. D'accord, donc c'est un balayage des 5 sens Oui. Qui permet de prendre un peu la température finalement de ce qui se passe dans le corps. Oui, d'une part, et puis ça rejoint un petit peu la problématique dont on a parlé au début, c'est que c'est une mise en présence en fait qu'on fait en se référant à son corps, donc à la sensorialité et à la respiration. En plus, on n'a pas d'objectif, donc on ne va pas projeter quelque chose, que ce soit dans l'immédiat ou Ça même nous donne plus. un peu la preuve qu'on est vivant, parce qu'on est là, on a le poids de notre corps, on a l'environnement, les choses qu'on perçoit. C'est vraiment, je suis vivant, quoi. Mais en fait, quand on est vivant au temps présent, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Parce que ici et maintenant, tout va bien. Sauf si on est au bord de la falaise. Oui, non, mais ce qui est fort aussi, c'est que ça laisse de la place au système profond, physiologique. Par exemple, pour s'endormir, il ne faut pas ni penser, ni vouloir, il dit pas je veux dormir, non, ce n'est pas la peine. Donc il faut bien abandonner tout, la volonté, la pensée, tu dois, l'exigence, et c'est là qu'on s'endort. Donc le naturel revient quand on ne fait plus rien. Donc sa proposition est tout à fait adaptée aux personnes qui veulent tout. Et vous, Jean-Marc, dans votre dernier livre, et même dans les livres d'avant, en fait, quand vous parlez de sensorialité, vous vous placez un petit peu au départ du côté du monde mental qui découvre un peu la sensorialité. Et du coup, je me posais des questions sur votre biographie personnelle pour savoir comment vous fonctionnez en fait au départ. Est-ce qu'il y a eu cette bascule vers le kinesthésique ou est-ce qu'il y a eu une opposition chez vous en fait au départ, peut-être avant que vous connaissiez l'hypnose, dans ces deux mondes? Je pense que c'est à force de voir des patients qui souffraient de douleurs chroniques. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Je voyais des patients en médecine générale, médecine interne,
et j'ai été intégré, si je puis dire, dans une unité de traitement de la douleur. Et là, on me donnait les patients qui avaient des fibromyalgies, des douleurs fantômes, des lombalgies, des migraines. Et je faisais de l'hypnose et je cherchais, mais comment on peut les sortir de ces angoisses, de ces peurs, d'avoir perdu une partie de leur corps, d'anticiper de manière dramatique sur l'avenir. Et à force de ramer pour essayer de les sortir de leur souffrance, j'ai découvert l'hypnose et je me suis formé. Et là, je me dis, voilà, c'est ça qu'on ne nous a pas appris en médecine. Et c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire où se situe le patient. Eh bien, il s'est égaré au bord de la falaise. Il s'est égaré sur un chemin qui n'est pas le sien. On l'a égaré. Il faut qu'il retrouve un autre chemin sur lequel il dit, finalement, je suis toujours en vie. Donc, c'est bon, c'est comme ça. Ça m'est imposé. C'est-à-dire, il faut vouloir ce qui nous est imposé par l'existence. Si je m'y oppose, j'ai perdu des forces, j'ai plus 20 ans, j'ai perdu un bras, dans un accident, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu mes parents. Et si je m'oppose à ça, je souffre. Si je dis, mais non, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme ça, c'est pas moi le patron. Et donc, si j'adhère à ce qui nous est imposé par l'existence, bien sûr, à ce moment-là, je retrouve le chemin et on peut retrouver un peu de tranquillité. Voilà les exercices qui sont proposés. Mais on a l'impression finalement que justement, quand on ne supporte pas ce qui nous arrive, quand on lutte finalement contre le flux de la vie, on veut forcer finalement quelque part même son corps, on veut le contraindre. On se fâche finalement quelque part avec son corps. Le corps et l'esprit sont fondus l'un dans l'autre. Et si je bloque quelque part, et j'ai des raisons de bloquer, parce que la vie est dure et cruelle, qui nous fait perdre des êtres chers, si je bloque en disant non, je ne veux pas, je bloque mon corps en même temps. Si je refuse quelque chose, j'ai quelque chose qui se contracte dans le corps. Et c'est variable suivant la sensibilité de la personne. Il y en a qui vont vous dire, moi c'est ma tête, dès que je ne suis pas bien, ça y est, les maux de tête arrivent. D'autres, non, moi c'est mon ventre, il se tord. D'autres, mais moi c'est mon dos. Chacun a une zone sensible qui va porter le symptôme de la douleur, du stress, voilà, et qui donc nous informe, et non, là il y a un problème, il y a quelque chose que tu ne digères pas. Tellement qu'il y a des séances où on demande à la personne de digérer ce qui lui est arrivé. Et si elle dit, comment je digère? J'ai dit, vous mangez. Vous mangez le problème. Donc on voit bien qu'on revient dans le corps. Et puisque et je fais comment? Je mange. Voilà, allez-y, fermez les yeux, mettez-le dans votre bouche, voilà, et broyez le problème jusqu'à ce qu'il soit digéré. C'est quelque chose qui est délicat à dire à l'état d'éveil, parce qu'on peut rire et dire, attends, mais c'est quoi ce truc de fou? Mais dans la transe hypnotique, ça passe, parce que la personne est dans cette liberté, il n'y a pas de jugement. Elle dit, effectivement, il y a des choses que je n'ai pas digérées. C'est ce qu'on dit, hein. Eh bien, alors allez-y, mangez-le, digérez. Digérer, c'est-à-dire, il ne faut pas expulser le problème. Non, 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 vous le réintégrez et vous l'assimilez. Et quand le patient fait ça, il dit, oui, d'accord, oui, en fait, je fuyais. Et là, il ne fuit plus, il digère, il assimile et il revient, il retrouve sa place. Alors effectivement, il faut une espèce de transe hypnotique parce que dans votre livre « Hypnose-toi toi-même », à un moment, il y a un jeune homme qui manque de confiance en lui, qui veut changer de travail mais qui n'ose pas. Et puis finalement, il va chez sa maman. Donc là, c'est la famille Valmer qui est un peu branchée métaphore, hypnose, etc. Elle lui dit, comme ça, tu n'as pas confiance en toi. Donc ça veut dire que la confiance, elle est là, mais pas en toi, elle est à l'extérieur. Oui. Et donc, elle lui fait un cake au citron sur lequel elle écrit confiance et lui mange ce gâteau et du coup mange, vous aimez bien manger les choses pour les assimiler, mange cette confiance en lui. Alors quand on lit ça, on se dit, bon alors si je n'ai pas confiance en moi, il faut que je me fasse un cake au citron, c'est pas comme ça, sans transe, c'est un peu... Oui, c'est de nouveau une métaphore, mais c'est ça le chemin. Et ce n'est pas un chemin qui est inventé comme ça, originalité. Non, non. Le philosophe Hegel disait déjà ça. Il disait, la pathologie, c'est lorsqu'un élément du corps est extériorisé
et cet élément se dilate et domine la personne. Il n'était même pas médecin, hein, mais en tant que philosophe, chercheur, grand penseur de l'époque, il a senti que nous sommes dominés par un élément qui était dedans et qui sort, et qui s'impose à nous et qui nous fait peur. Et ça peut être, j'ai pas confiance en moi, toc, ça y est, je ne regarde que ça. Mais ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. On a des milliers d'éléments en nous. J'ai trop peur d'eux, hop, ça y est, ça sort. Ou bien même, je suis génial. Ah ben non, ça ne se fait pas de dire ça. Hop, ça me domine, je deviens prétentieux. Donc chaque élément qui sort, qui est extériorisé, peut dominer. En fait, il faut vite le réintégrer. Et s'il reste dehors, alors c'est l'enfer, c'est plus moi le patron, c'est l'élément qui décide et il faut le réintégrer d'une manière Et là, cette comme on philosophie, peut. elle est proche de celle de François Roustan, que vous avez accompagné pendant 20 ans, en fait. Enfin, oui, il vous a accompagné plutôt, je ne sais pas. Oui, c'est ça, ensemble. C'était une amitié qui s'est faite. En fait, je suis allé le chercher pour ouvrir une formation et je me suis dit, il faut que j'ai quelqu'un quand même avec qui on puisse discuter, échanger. Et je me souvenais qu'il avait une telle connaissance, telle intelligence, puis une sensibilité qui me plaisait. Alors je suis allé le voir chez lui, je lui ai raconté et je lui ai dit, je voudrais ouvrir une formation où on ne va pas parler seulement de la psychologie, mais aussi du corps. Puisque moi, je vois des gens qui ont mal, voilà, qui ont peur des soins, qui ont mal au dos, qui ont mal. Et c'est cela que moi, ce n'est pas que mental. Il me dit, OK, c'est bon, il est venu et pendant 20 ans, on a formé, on a fait le diplôme universitaire. Et vous Par avez ex- coécrit ce livre, Oui, Les portes de la guérison, qui est un grand classique maintenant. oui, c'est vrai que il marche bien, si je puis dire, parce qu'il y a dedans beaucoup d'articles, dont de François Roustan. Un jour, je lui ai dit, mais on parle beaucoup de nos succès thérapeutiques et on ne parle pas beaucoup de nos échecs. Il me dit, c'est vrai, on tire plus d'enseignements de nos échecs que de nos réussites. C'est quand on réussit, on dit, vous avez vu comme je suis fort, c'est nul. Alors que quand on échoue, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on dit, ah oui, j'ai pas été pertinent, j'ai pas fait ce qu'il fallait, la relation était pas bonne. Donc on tire beaucoup plus d'enseignements de j'ai raté, voilà, d'un échec, que d'une réussite. Du coup, on a fait un congrès où il a dit, ben, je vais vous présenter un cas d'échec à l'assistance, au lieu d'être prétentieux, de dire moi, voilà. Et c'était super parce qu'il a montré toute la fragilité du thérapeute qui n'est pas toujours pertinent là où il faut. Mais il me revient un autre exercice, voilà, qu'Olivier a évoqué tout à l'heure, de François Roustan, où on voit bien comment le corps, alors que lui, il est psychologue, il était psychanalyste, et un jour, un patient vient le voir et il lui raconte sa souffrance. Et voilà, et je vais pas bien, et c'est très dur ce qui m'arrive. Et il sentait qu'il était donc tout le temps dans la tête, bien sûr, puisque je ressasse, c'était. Alors il lui a fini par l'interrompre, il faut écouter, bien sûr. Puis au bout d'un moment, il finit par l'interrompre et il lui dit, Monsieur, il dit oui, il dit, vous n'êtes pas là. Il dit, mais si, je suis là. Il dit, non, vous n'êtes pas là. Il dit, mais vous êtes absent, vous êtes dans la tête. Laissez-vous aller dans vos pieds. Et là, confusion, hop, le mode confusion. Et le patient comprend. Il est perturbé et il vide sa tête puisqu'il faut, voilà, dans les pieds. Et là, au bout d'un moment, il dit, c'est extraordinaire, je n'ai pas été bien comme ça depuis des années. Et puis il ajoute, le patient, est-ce que ça va durer? Et François Roustan avait un peu au-dessus de... Il dit, là, ce que vous venez de dire, absorbez-le également. Et il s'est mis à absorber. Voilà, pour ne pas remettre en cause le changement où le patient commençait à se sentir oui, bien. puis surtout quand il dit est-ce que ça va durer, il est déjà dans le futur en fait. Donc il est déjà dans l'anticipation anxieuse. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser désorienter par le patient. Et il dit, là, ça, ce que vous venez de dire, hop, remettez-le dans le corps. Bon, par exemple, c'est anecdotique, et on ne peut pas faire ça avec tous les patients, hein, c'était juste avec celui-là, mais qui montre la stratégie thérapeutique. Hein, c'était pour ça que... Alors justement, vous allez nous offrir un moment d'hypnose dont on va profiter aussi
parce que ça peut que faire du bien avec d'être un peu plaisir. moins anxieux. Moi, quand je présente forcément l'émission, j'ai un petit stress, un bon petit stress, comme je disais au début, Bah qui est oui, utile, qui me permet de c'est lire les normal. livres, qui me permet, etc. Mais il y a un moment où j'aimerais bien me sentir peut-être davantage à ma place pour vraiment être tout à fait détendue là où je suis. Et je sais toi aussi qu'Olivier, tu as un petit peu Moi, de je suis stress. preneur, oui. Hein, tu es preneur aussi, Mhm. voilà. Donc on est tous les deux motivés pour ce moment d'hypnose. Alors, il y a plein de possibilités, mais voyez si c'est adapté à votre personnalité, à votre sensibilité. Si c'est vrai que nous sommes souvent vérifiés déjà, si c'est vrai que nous sommes souvent dans le mental, c'est-à-dire surtout en Occident, bien sûr, un peu moins en Extrême-Orient, c'est-à-dire réfléchir, vouloir tout comprendre, un peu, c'est normal, bien sûr. Mais si vous, vous jugez que, oui, non, moi, c'est un peu trop quand même, et tellement que ça peut même gêner l'action. Alors voilà l'exercice, il est simple, et on peut le refaire soi-même également. Ressentez la tête, votre tête, comme un vase rempli, comme s'il y avait dedans du potage, des millions de pensées. C'est normal, bien sûr. Et on peut même fermer les yeux pour ressentir l'intensité de ces millions de pensées qui nous tournent dans la tête et qui nous éloignent du corps et qui nous donnent de l'adrénaline, de l'anxiété. Lorsque certaines s'amplifient, par exemple, après cette période pénible, très pénible du Covid, les phénomènes anxieux ont augmenté puisque les personnes se souviennent avoir traversé une situation très bizarre, très inquiétante, avec beaucoup de personnes qui sont décédées. Donc dès que vous sentez que ça y est, ça pense trop, je suis pessimiste, je dramatise, je pense aux gens que j'ai perdus, je vois tout en sombre, alors voilà le chemin. Laissez s'ouvrir un passage entre la tête et le corps. Et ce sera quoi? Ce sera le cou. La tête est reliée au corps par le cou. Donc on ouvre le fond du vase, on ouvre le fond du globe, si je puis dire, et vous laissez les pensées descendre dans le corps. Vous pouvez ressentir ça comme un potage, comme un fluide, comme vous voulez. Et vous les laissez descendre où? Là où elles veulent. Dans les épaules, dans les bras, dans le dos. C'est une expérience à vivre. Ce n'est pas une expérience à réfléchir, puisque la réflexion, vous l'avez déjà, nous l'avons déjà. C'est une expérience sensorielle, voilà, corporelle, ou quelque chose qui s'était isolé dans la tête et qui nous tourmente, descend dans les bras, les jambes, réintègre comme s'il y avait une fusion qui se mettait entre la pensée et le corps. C'est quand c'était détaché l'une de l'autre, l'un de l'autre, qu'il y avait l'inquiétude, le malaise, Vous voyez, tout à fait comme si vous disiez là je dois faire un match de tennis, ou là je dois faire les courses, ou là il faut bien lâcher la pensée pour passer à l'action, aller sur le terrain. Voilà, et imaginez ce flot, on a ouvert le passage et toutes les pensées descendent jusqu'à ce que vous sentiez que votre tête soit vide. Quand votre tête sera vide, et le corps, lui, il prend une densité. Voilà, quand vous sentez que la tête est vide, ben vous pouvez peut-être même faire un petit signal, un petit hochement de tête, voilà, puis même Catherine, Olivier, quand vous sentirez que la tête est à peu près vide, ça nous suffit bien sûr, petit hochement de tête, voilà, Voilà. Par contre, tout est dans les bras, les jambes, il y a une puissance dans le corps, voilà,
l'oreillette. Voilà, la scission qu'il y avait, la dissociation qu'il y avait, le clivage qu'il y avait, voilà, est en train de se dissoudre lui aussi pour que nous soyons complètement dans nos muscles, dans nos pieds, dans nos jambes, voilà, dans nos poumons. Et la tête est un vase vide. Et si jamais vous trouvez que « Ah mais elle se remplit », ah ben, eh ben oui, je suis en train de réfléchir à nouveau. Bah oui, ça arrive, la tête, elle ne veut pas lâcher. Hein. Elle dit « Attends, c'est moi le patron, hein, tu ne me fais pas ça ». Et donc, elle va revenir, nous redonner des pensées de maîtrise. Ben, le passage est ouvert, donc on est tranquille. Et ça redescend dans le corps. Dans les épaules, dans le dos. Voilà, vous sentez hein, que cet exercice est l'exercice que font tous les sportifs qui vont rentrer sur le terrain ou le stade, tous les artistes qui vont rentrer sur scène, et peut-être comme vous l'avez déjà vécu quand vous avez passé un examen, quand vous avez passé le permis de conduire, il faut bien revenir dans le corps pour agir. Voilà. Voilà, ressentez, ça se vide, ça descend, ça donne une densité dans le corps, c'est tranquille. Ah, et comme c'était dit précédemment, il n'y a pas d'effort, puisque je ne fais rien de particulier, ce sont les pensées qui descendent. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, jusqu'à ce que je preniez plaisir à cette posture, à cette façon-là, pour qu'elle vous soit tellement simple, naturelle, accessible, qu'elle vienne en quelques minutes. Là, on prend du temps, mais ça peut se faire en 30 secondes. Hein. Dès qu'on est habitué, qu'on dit « bah tiens, j'aime bien cette façon », ça devient tellement automatisé que ça y est, ça se fait instantanément quand vous jugez nécessaire, bien sûr. Et quand vous sentirez que oui, ça y est, on l'a vécu, ben vous pouvez revenir doucement. Comment on fait? Ben voilà, on retrouve les bras, les jambes, voilà, on retrouve les muscles. On peut réouvrir les yeux, bien sûr. On fait des belles respirations et on retrouve voilà, une présence voilà, qui est pleine, qui est tranquille, et puis la tête est apaisée. Merci Jean-Marc Benayem. Moi, j'ai vraiment ressenti un espèce de tourbillon comme ça, comme quelque chose qui se vide, comme un siphon là dans mon cou, pour vider un petit peu ça. Et toi? Ce qui est intéressant, c'est que chacun peut projeter un peu son imaginaire. Hein. Moi, j'ai mis des pâtes alphabet dans le bouillon, dans le potage. Hein, donc, c'était des mots et des lettres qui, finalement, sont passés par le cou pour être digérés par le corps. Oui. Hein. Et je rebondis un peu sur ce que tu as développé, c'est que c'est une autre voie d'accès aussi qui est possible pour la prise en charge de l'anxiété. On a parlé de la mise en présence, c'est aussi tout ce qui concerne le fait de réassocier le corps et l'esprit, de digérer effectivement, et il y a différentes manières de le faire. Hein, et toi, tu as une très belle manière de le faire que tu expliques dans un de tes livres qui s'appelle « La modélisation hypnotique ». Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer ce que c'est que la modélisation pour les personnes qui ne connaissent pas et qu'on peut modéliser finalement quelqu'un qui serait très détendu? Et si on modélisait Jean-Marc Benayem, comment ça se passerait? C'est une bonne idée ça. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est que cette modélisation. Pour être synthétique, la modélisation hypnotique, c'est le fait d'utiliser la transe hypnotique, d'utiliser l'hypnose pour s'identifier, hein, pour se prendre pour quelque chose d'autre que ce qu'on est, de manière à faire une forme d'apprentissage un peu plus global sur une modalité qui est plus sensorielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se prendre pour un mentor dont on veut récupérer la compétence, donc ça peut être le calme légendaire de Jean-Marc Benayem. Alors est-ce que c'est un vrai calme ou c'est un faux calme? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a... On m'a souvent posé la question, mais je ne fais pas d'effort. Hein. Vous voulez doser mon adrénaline? Le battement cardiaque pour savoir. L'adrénaline. Bon alors en tout cas, vous avez l'air très calme. Et donc moi j'aimerais bien, est-ce que tu peux nous apprendre comme ça en 2 minutes à modéliser Jean-Marc Benayem?
Comment on fait? Quand il s'agit de... Alors, comme je disais, on peut modéliser une personne, mais on peut aussi modéliser des tas de choses différentes, comme par exemple se prendre pour un arbre. Hein, ça, c'est un exercice qu'on fait souvent, c'est de se positionner comme si on avait des racines qui vont chercher de la puissance dans le sol, récupérer voilà, la lumière, et puis se prendre pour un arbre, et puis faire comme si, en fait, hein, on pouvait, à un moment donné, faire une expérience différente, imaginaire, qui nous apporte un certain nombre de compétences ou d'apprentissage qu'on va pouvoir intégrer et généraliser. Ça peut se faire de manière très spontanée. On peut se prendre pour un lac aussi, par exemple. Hein. Le calme d'un lac peut remplacer l'agitation extérieure par le silence. Donc la modélisation, c'est pas seulement une personne, ça peut être un objet ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être un objet. Parce que justement, dans votre livre, pour se déstresser, on s'identifie à une balle souple de caoutchouc. Comme un objet. L'image est forte, puisque la particularité de l'objet, c'est de ne pas penser, d'être présent, très présent, une intensité de présence, mais ça ne pense pas, ça évalue pas, ça ne se regarde pas. Donc on peut de temps en temps être comme une statue, un objet, le temps de vider bien sûr tout ce qu'il y avait comme émotion. Et c'est aussi un exercice qu'on peut proposer, bien sûr. Et je crois que c'est aussi un article qu'avait écrit François Roustan, où il avait appelé ça, son article, comme un objet, et parce que c'est complètement vivable, c'est-à-dire, ah oui d'accord, je suis comme une statue. Et effectivement, l'émotion s'en va, le vouloir s'en va, j'ai plus d'intention, j'ai pas de jugement, je m'en fiche du regard qu'on a sur moi, si on me trouve nul, c'est pas, je m'en contrefiche, je suis un objet, une statue. Et ça vide, ça libère tellement qu'il y a un apaisement qui vient. Voilà, des gens qui disent « Ah mais moi je voudrais être aimé, je voudrais être apprécié, je voudrais être accepté ». Alors l'objet, lui, s'en fiche. Moi, c'est mes poules, mes mentors, parce que j'ai 2 poules. Et une fois, c'était le soir du 31 décembre. Et les poules, quand c'est l'obscurité, elles sont en liberté dans le jardin. Et quand c'est l'obscurité tombe, elles vont directement se coucher. Donc là, le 31 décembre, il fait nuit assez tôt. Oui. Et donc, je les ai vues vers 17 h à la queue leu aller se coucher dans leur poulailler. Et je me suis dit, ben voilà mon modèle, je ne suis pas obligée de sortir, je ne suis pas obligée de faire des choses. Et donc, quelque part, j'ai modélisé mes poules, en fait, je ne le savais pas. Tout à fait, c'est quelque chose qui peut se faire de manière tout à fait naturelle et qu'on fait aussi quand on s'identifie, par exemple, à un grand artiste. Hein, c'est un phénomène assez naturel. Et puis le nouveau-né, l'enfant jeune va s'identifier à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses jouets, etc. Donc c'est un processus d'apprentissage par mimétisme qui se fait naturellement et qu'on peut utiliser en hypnose pour un peu réactiver ce processus-là. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va justement travailler sur une souplesse en fait, de l'association, de la dissociation et de la réassociation. Hein, on va se dissocier de soi-même, s'associer avec un modèle quel qu'il soit, et ensuite revenir en soi en se réassociant. Hein, on va jouer sur la temporalité, sur le placement, pour finalement revenir à soi dans un tout bien en place, bien réunifié. Fort des apprentissages qu'on a pu faire par ce travail imaginaire. Quelque part. Donc c'est une focalisation de l'esprit vers quelque chose et ça permet de bénéficier physiquement de ce quelque chose. Oui, et en fait, on pense que ça fait intervenir aussi le mécanisme des neurones miroirs qui sont responsables de l'empathie. Et quand on veut modéliser une personne, on voulait modéliser, mais il s'est mis à tousser, donc je ne sais pas s'il est tout à fait d'accord. Non, mais l'image animale est forte. C'est vrai que les animaux sont des guides. Quelle est une des particularités de l'animal? C'est que corps et esprit sont fondus l'un dans l'autre. Et quel est le problème des humains? C'est qu'ils arrivent à se dissocier, à s'éloigner de leur corps. Donc les humains, ils sont ratés. Donc moi, j'ai un peu une question qui me turlupine quand même, parce que quand par exemple j'ai un événement qui va me stresser, etc., je me dis, est-ce que mon corps qui m'envoie un signal de stress, est-ce que mon corps c'est moi et je ne devrais pas y aller parce que justement c'est un signe? Je devrais écouter plus mon corps qui me dit non, on n'y va pas, ou au contraire, mon esprit a peut-être des choses à travailler, du passé, etc. Et que pour pouvoir y aller, parce que ça m'intéresse, il faudrait que je me libère de tout ça. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a la vérité dans le symptôme physique qui te dit non, mon corps me dit non, ou pas? C'est vraiment très mystérieux. Ça me rappelle un patient qui était venu et qui cherchait une séance d'hypnose pour voir s'il restait ou pas avec cette compagne. Alors il commence à me faire la liste
Qu'est-ce qu'elle a comme profession, comme travail? Est-ce qu'elle est jolie, pas jolie? Est-ce que si ses parents... Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça ne sert à rien. Comment vous sentez-vous en sa présence? Donc il ferme les yeux et puis il ressent comme si elle était là à côté. Donc il ressent, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de est-ce qu'elle est assez bien pour moi ou quoi. Moi, je trouve que ce n'est pas si simple, Jean-Marc, parce que par exemple, si on prend cet exemple-là, Oui. il peut y avoir des bons moments avec cette personne en se disant waouh, bah voilà, j'ai fait cette promenade, c'était merveilleux, je me suis sentie bien. Et puis il y avoir un moment de conflit où à côté d'elle, je me suis sentie très 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 mal en fait. Donc comment le corps nous envoie effectivement des signaux, c'est ok, c'est pas ok, mais quand il peut envoyer dans certains moments différents des signaux contradictoires, qu'est-ce qu'il faut écouter alors? Eh bien voilà, il ne faut pas écouter tout ce qui vient d'être dit, puisque c'est du mental. Il faut écouter. Mais non, c'est l'expérience. Je me suis sentie pas bien à telle situation et je me suis sentie bien dans telle situation. Oui, mais il faut repasser en revue quelles sont les situations. Est-ce que je me suis senti pas bien pour quelles raisons? Est-ce que c'était parce qu'il y a eu un conflit? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu ci? Et peut-être je me suis senti pas bien à cause du mental qui s'est développé, qui a dit ah alors peut-être c'est pas comme je... Voilà. Et c'est peut-être de nouveau la pensée qui a perturbé. Alors ce patient, je lui ai dit bon c'est une histoire clinique, hein. Après il est reparti, il est revenu le plus tard, il me dit écoutez oui elle n'est pas très à l'aise financièrement. Franchement elle n'est pas très jolie parce que moi je voulais une femme merveilleusement, mais je suis bien avec elle. Et dit, donc je crois que je vais rester avec elle. Et voilà, il était apaisé parce qu'il voulait une femme parfaite, magnifique, riche, je sais pas quoi. Et il cherchait toujours des filles très très jolies. En fait, il s'est dit, mais c'est nul. Est-ce que je me sens bien ou pas avec elle? Et donc il a trouvé la solution. Mais bon, c'est une histoire. Donc voilà. là, c'est le corps qui, Voilà, il a dicté ressenti, sa loi en fait. Le corps l'a averti. Tous ses sens, oui. Tous ses sens l'ont averti de qu'est-ce qui était juste pour lui en fait. Voilà, alors qu'avant, quand il était critique, il va dire est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que tout le monde va la trouver jolie? Est-ce qu'elle a une belle carrière professionnelle? Est-ce qu'elle a de l'argent? Comment est sa famille? Ce n'est pas des questions à se poser. C'est ce qu'on ressent qui fait savoir si on est sur le chemin ou pas. Et encore souvent, c'est vrai que le recours au corps il va toujours dire la vérité. Encore une fois, il faut aller l'interroger parce que ce n'est pas forcément une vérité qui est à l'instant présent. On peut ressentir un certain nombre de choses qui vont toujours donner une température juste. Encore faut-il investiguer pour voir si c'est véritablement la situation actuelle, s'il n'y a pas des pensées qui se réfèrent à des expériences passées, que ce soit conscient ou inconscient. Oui, parce que par exemple, finalement, elle pourrait très bien se trouver très très bien avec cette femme, parce que tout d'un coup, cette femme a une expression sur son visage qui lui rappelle sa grand-mère qu'il a tant aimée. Et puis à ce moment-là, c'est une projection du mental complètement inconsciente. Et du coup, le corps, obéissant à ce souvenir positif, va exprimer du contentement, alors qu'en fait, c'est une projection totale, en fait. En fait, ce n'est pas maîtrisé. C'est-à-dire, ce qui nous relie à quelqu'un, c'est des millions d'éléments. Et si on dit, ah, c'est non, c'est des millions, des milliers d'éléments, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de compréhension, puisque j'ai enlevé l'intellect. Et ça peut être juste une façon de bouger le corps, une façon de toucher les mains, 1000 choses qui se mettent ensemble. Ça j'aime pas, ça, j'aime pas. Oui, mais ça. Et finalement, ce sont ces milliers d'éléments qui se conjuguent et qui font que je me sens en sécurité avec cette personne. Un peu comme dans la relation thérapeutique. Je vais me laisser faire par ce thérapeute. Ah bah oui, finalement, je me sens bien. Ah mais je le sens bienveillant. Ah mais il a l'air d'avoir tout compris, de m'avoir entendu. Ah oui, ok, allez, je m'abandonne. Et je me laisse changer, je me laisse modifier. Voilà, c'est la même chose. Et si on me dit, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est pas maîtrisé. Il y a des milliers d'éléments qui se sont conjugués, qui m'ont mis en sécurité. Alors les gens qui sont anxieux, ils viennent pour changer, mais d'un autre côté, changer, c'est inquiétant. Oui, c'est pour ça qu'on a des échecs. C'est parce que les personnes disent, si le changement est récent, enfin, parce que l'anxiété est récente, ça va, ça peut bouger. Mais si je suis comme ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis l'enfance, changer, ça me fait peur parce que je dis, oula, ça va remettre en cause beaucoup d'éléments de ma vie. Le changement fait peur parce qu'il est dans l'incertitude. Est-ce qu'il va se maintenir? C'est une nouvelle façon d'être dans la vie. Je n'ai pas de... Finalement, la certitude, c'est la souffrance. Mais le soulagement, est-ce qu'il va durer? Ah, je ne sais pas. Ah non, alors ça m'énerve.
Moi, je veux de la certitude, mais ça n'existe pas. Oui, mais je veux. La vie, c'est que de l'incertitude. Donc, si je ne veux que de la certitude, je sors de la vie. Et donc, d'une certaine manière, je peux refuser le changement parce qu'il m'emmène dans le doute et l'incertitude. Je pourrais, par exemple, refuser de me marier avec une personne, dire c'est sûr que ça va durer longtemps, et c'est sûr qu'on va être heureux, et c'est sûr qu'elle va. Mais je ne sais pas, moi. Ah bon, alors, ok, je reste tout seul, célibataire. Et donc, tout le mouvement est parti. Et si je fais des enfants, bah, je ne sais pas, parce que peut-être les enfants vont être pénibles, peut-être ils vont pas être en accord. Bon, alors, j'en fais pas non plus. Et donc, d'une certaine manière, je fuis tout ce qui est la vie. Et ça explique qu'il puisse y avoir des échecs. Donc c'est pour ça que François Roustan parlait de remettre en mouvement, finalement de remettre en action, de remettre dans la vie en fait. Oui, ça oui. Ouais. Les patients qui souffrent de souffrances chroniques, de douleurs chroniques, par exemple, je me souviens d'une patiente, je lui ai dit, qui souffrait de fibromyalgie, je lui ai dit, bon, alors on pourrait faire une séance pour que vous retourniez au travail. Elle me dit, c'est embêtant parce que je suis à mi-temps thérapeutique. Le mi-temps où je suis en pause, je fais un syndicat. Je travaille en syndicat. Si vous me soulagez et que mes douleurs s'en vont, je vais être obligé de refaire un plein temps. Non, je préfère pas. Et donc, elle a refusé de changer parce qu'elle trouvait un avantage, pas sûr, hein, un avantage à son mi-temps thérapeutique. Donc, il y a plein de raisons qu'on doit explorer. Est-ce que vous êtes d'accord pour perdre quelque chose qui, soi-disant, vous protégeait, mais qui, en fait, c'est que des douleurs, que de la souffrance. Mais je me suis habitué à ça. Non, je n'ai pas envie de changer. Donc alors, si j'étais moins anxieuse, est-ce que je perdrais quelque chose? C'est toute la question du changement. Oui, il faut voir aussi ce que l'anxiété permet, ce qu'elle autorise et en fait ce qu'elle peut masquer aussi. Hein. On a des fois des consultations qui sont faites pour la problématique de l'anxiété, mais l'anxiété peut à la fois déclencher ou amplifier certains processus. Et tu en as parlé tout à l'heure, on peut avoir des psychotraumas qui vont s'accompagner d'anxiété. Et donc si on va simplement s'adresser à l'anxiété, on va vers un échec si on n'écoute pas et si on ne cherche pas l'origine de cette anxiété. Donc il y a différentes expressions qui nécessitent d'être investiguées pour trouver en fait la clé. Oui, de mener un petit peu une enquête pour savoir quel a été l'élément de départ, le déclic ou la pensée simplement ça peut servir qui nous angoisse, à cibler. Et puis aussi, quelquefois, on a des consultations, par exemple, pour des sevrages tabagiques ou des addictions qui, en fait, ne sont que des expressions d'une anxiété. Hein, donc, là encore, si on ne s'occupe que du symptôme, on ne va pas forcément résoudre l'addiction en soi. Hein. Il y a différentes dimensions de l'anxiété, hein, à la fois comme déclencheur, comme mainteneur, et quelquefois simplement comme révélateur de quelque chose qui est plus profond, qui est plus ancien que ce simple cette petite gêne, quoi. Alors pour clore cette émission, je vous propose un détournement d'attention, une défocalisation totale du sujet de l'anxiété en proposant un petit air de guitare, puisque nous avons ici Olivier qui sait jouer de la guitare et Jean-Marc qui sait chanter en plus. Alors, je chante juste, mais ce n'est pas prévu. Mais ça me fait penser que je me souviens d'un collègue psychiatre qui jouait du piano pendant les séances d'hypnose. Oui. Et c'est pour dire comme la musique, on a fait d'ailleurs un congrès sur hypnose, musique et théâtre, qui montrait que la musique a un côté envoûtant, magnifique, apaisant et complètement sensoriel. Absolument. Donc, pour apprécier la musique, il faut bien vider la tête. Hein. Est-ce que tu peux attraper la guitare oui, qui est là à côté de toi et tout simplement nous offrir, voilà, on va simplement se quitter en musique aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'ici. Est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Oui, et puis il y aurait tellement de choses à rajouter. En tout cas, en dessous de l'émission, il y a tous les sites web, tous vos livres pour pouvoir vous retrouver et continuer à vous suivre. Vous avez apprécié cette émission, eh bien laissez-nous un petit commentaire sous la vidéo. On se quitte en musique et je vous dis à bientôt sur ABC Talk TV.
Super, bravo, merci. Merci. Ça aurait été mieux avec une guitare.